Salut à tous, bienvenue dans cette première de Regard pour Toon9 TV, la web TV finistérienne. Je suis Romain et tous les mois avec Marie-Sophie, nous partirons à la découverte de lieux, d'expositions et d'artistes qui nous entourent. Nous tenterons de vous donner l'envie d'aller à leur découverte. Pour cette première émission, nous sommes ici à Brest, au Centre d'art contemporain Passerelle, situé au cœur du quartier Saint-Martin, rue Charles Berthelot. Avec Étienne Bernard, le directeur du site, qui nous présentera ce lieu dédié aux arts, nous parlerons ensemble des expositions, mais aussi de l'histoire de Passerelle. Marie-Sophie ira ensuite à la rencontre d'Adrien Moll, un des 3 artistes qui exposent en ce moment à Passerelle. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence la visite et qu'on aille poser ensemble un regard sur ce lieu emblématique brestois. Je suis en compagnie d'Étienne Bernard, directeur de Passerelle, donc merci de nous accueillir déjà ici au Centre d'art contemporain Passerelle. Alors peut-être avant de parler des expositions que vous avez en ce moment à Passerelle, on peut peut-être faire le point, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'histoire de Passerelle et le rôle que joue un tel centre aujourd'hui dans la cité, ici à Brest. Passerelle est né en tant que projet artistique à la fin des années 80, en 88 exactement, quand une bande d'artistes plus ou moins professionnels se sont saisis de ce grand bâtiment pour y produire ensemble, y montrer ensemble et y faire de l'art ensemble. Il s'agissait à l'époque d'un projet très pluridisciplinaire. Ça s'appelle Passerelle. Le nom qui lui a été donné, Passerelle, n'a rien à voir avec une idée de pont ou quoi que ce soit, mais bien de passerelle entre les arts. Et donc il y avait le projet de départ était avec de la danse contemporaine, de l'art contemporain, mais aussi de la musique. C'était la grande époque du rock punk slash noise slash le reste, et qui était très présent à Brest à ce moment-là. On était vraiment dans une logique très contre-culturelle qui était assez globale en France et en Europe, mais peut-être plus exacerbée ici du fait de la présence militaire très importante évidemment à Brest. Et voilà, et donc c'est une association qui s'est fondée et qui a mis en place un certain nombre de choses, des expos, avec une très belle énergie artistique un peu communautariste comme ça. Pas communautariste, plutôt communautaire, et d'ailleurs, et ça a continué son petit bonhomme de chemin pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, puisque en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement, le système s'était un peu essoufflé et les pouvoirs publics, et en premier lieu la ville de Brest, ont demandé à l'association de se structurer plus en s'engageant eux à continuer à soutenir le projet, et c'est là que Passerelle est devenu un vrai centre d'art avec la nomination d'une direction artistique, en l'occurrence en la personne de Ulrike Kremeyer, à qui j'ai succédé plus tard en 2013, et voilà, et donc entre 2006 et 2013, le budget a été augmenté, l'équipe s'est structurée, les travaux ont été faits pour viabiliser le lieu qui était quand même un garage sans chauffage dans une contrée qu'on connaît un peu humide, et qui n'était pas forcément très bon pour les œuvres exposées. Et moi je suis arrivé en 2013 avec en fait un peu la chance d'avoir à la fois une histoire pluridisciplinaire, active sur un territoire, et ce projet de départ très utopiste comme matière première, et en même temps un outil qui fonctionne. Et donc j'ai décidé de poursuivre cette action qui nécessairement à Brest touche différents... le cœur de travail c'est l'art contemporain, mais touche à d'autres type de problématiques de création. Notamment on travaille beaucoup avec le Quartz pour les questions de danse, de théâtre aussi, mais surtout de danse contemporaine avec Danse Cadrique. On a mis en place avec Philippe Harry Blachette et l'ensemble Sillage un festival de musique contemporaine. On travaille avec Pénard Jazz pour le jazz expérimental, etc., etc. Et tout ça vient nourrir et rentrer en dialogue avec les propositions artistiques
Un centre d'art contemporain, c'est un lieu laboratoire. On est dans notre mission, c'est l'expérimentation avec les artistes dans la production. Et en ça, on est un peu dans une logique anti-institutionnelle. On n'est pas un musée, on n'est pas un fonds régional d'art contemporain non plus. On est un lieu de production. Et en même temps, étant donné qu'on est les seuls à faire de l'art contemporain et qu'on est un peu le référent en art ici sur le territoire, en art contemporain, parce que le musée ou le Centre Atlantique de la photographie font d'autres choses, mais nous, en art contemporain, on est à peu près tout seul. On a un rôle de référent unique qui, d'une certaine manière, peut s'opposer à la logique expérimentale. Et alors c'est à la fois très intéressant et en même temps c'est un peu dangereux. Je regrette par exemple qu'il n'y ait pas plus d'initiatives d'artistes, de petits lieux qui se montent, qui soient un peu du off passerelle. On est un peu seul. Vous avez donc jusqu'au mois de janvier, c'est ça, 3 artistes, Alison O'Daniel, Joachim Amou et Aurélien Maul. Pour parler plus précisément de leur travail à chacun des 3, peut-être commençons par Alison O'Daniel. Donc, vous le disiez, hein, c'est une artiste californienne qui vient ici à Brest. Je crois qu'elle a un travail qui s'articule autour du son, de la perception du son, de l'image. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Elle a construit un propos autour du son, du silence et de l'absence de son. Enfin, plutôt du son ou du rapport sonore au monde tronqué. Elle part de son expérience personnelle. Elle est malentendante. Elle n'est pas sourde, mais elle a une certaine fréquence qu'elle ne perçoit pas. Et elle a joué sur ça, sur ses expériences d'un rapport sonore au monde. Elle part du principe que elle, contrairement à la majeure partie des gens, elle entend le monde avec une chose en moins. Et cette chose en moins, elle ne le pense pas comme un handicap, mais comme une espèce d'interstice productif et sensible. Et donc elle a construit toute une narration dont l'exposition ici est une des étapes, puisque ça va se construire en plusieurs expositions, notamment la prochaine qui a lieu à New York, dont on est partenaire en janvier prochain. Et donc elle est partie d'un fait divers. C'est très américain ça, de repérer dans le monde médiatique une petite chose, et c'est un truc assez drôle. C'est drôle. Si ça peut faire sourire pour la France, vous le savez peut-être, dans tous les lycées et collèges américains, il y a des fanfares qui sont intégrés et qui servent à supporter les équipes de foot. Voilà. Et dans le comté de Los Angeles, dans la métropole urbaine de Los Angeles, on a pu observer des vols récurrents de tuba, dont tu parles, hein, donc, qui sont un des cuivres qui constituent les fanfares et qui se trouvent être parmi les cuivres les plus bas, les plus graves. Et Alison, elle ne s'est pas intéressée ni aux voleurs, ni tant au lycée, mais simplement au fait qu'elle s'est mise à imaginer qu'une fanfare tronquée d'un de ses sons les plus graves serait finalement une métaphore de son état de surdité partielle. Okay. Et à partir de ça, elle a créé donc l'idée d'un film qui s'appelle The Tuba Thieves, donc les voleurs de tuba, qui, contrairement à son nom, ne se focalise absolument pas sur ces voleurs, mais sur cette idée de son tronqué. Et ce film fait 105 séquences. Elle en a tourné 30 à ce jour, je crois, à peu près, et 8 sont présentées en vidéo dans cette installation qui se trouve au premier étage de Passerelle. Et après, il y a différentes séquences qui renvoient à des expériences historiques qui traitent de cette notion de son, de musique, d'expérience, de silence. Et notamment, elle est revenue sur des moments historiques très importants dans la culture, on va dire, postmoderne américaine. Par exemple, avec quelqu'un comme John Cage, qui en 1952 va dans l'État de New York à Woodstock proposer un concert de 4 minutes 33 de silence. Et donc Alison a fait rejouer dans les conditions, dans le lieu même où ça s'est passé et avec des acteurs,
le fait qu'on voit une assemblée qui applaudit, John Cage, la personne qui joue John Cage monte sur l'estrade, se met au piano, ouvre le piano, ne joue pas mais appuie sur un chronomètre, 4 minutes 33 se passent, il referme le piano, il repart et tout le monde applaudit. Elle part d'abord du son et surtout de l'expérience qu'on peut avoir de la... Comment nous on peut se fabriquer intellectuellement du son. Elle va... par exemple, dans ses sculptures, il y a tout un protocole qui serait peut-être un peu trop long à expliquer, mais par exemple, elle a fait des sculptures, elle a, d'après d'autres sculptures qu'elle a vues d'une artiste américaine qui s'appelle Louise Nevelson, qui sont des grands formats, notamment une sorte de bibliothèque sculpturale avec le grand diptyque. Ouais, ce grand diptyque, donc une bibliothèque avec des compositions à partir de mousse acoustique et une grande pièce en tissu qui est en miroir, qui est un quilt. Ces motifs sont parcellaires et elle propose au public de lire ces motifs comme des partitions et de se créer une sorte de mélodie ou d'harmonie dans la tête qui viendrait combler ces trous. Pour parler du deuxième artiste, Aurélien Moll, qui est lui sur le quai, c'est ça ce qu'on appelle le quai ici à Passerelle. Je vous propose de retrouver du coup Marie-Sophie, qui est partie à la rencontre d'Aurélien Moll au cœur même de son exposition. Je suis donc avec Aurélien Moll, l'un des 3 artistes qui expose cet hiver à Passerelle. Donc Aurélien, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis artiste, c'est pour ça que j'ai été invité à Passerelle. Je suis commissaire d'exposition, je suis critique d'art et mon économie repose sur la photographie d'exposition. C'est-à-dire que je vais dans des lieux et je photographie des expositions en cours. Ça peut être des galeries, ça peut être des centres d'art comme Passerelle pour qui je travaille ou le Palais de Tokyo. Et du coup, comment l'idée de cette exposition est venue ? Alors j'ai été invité par le directeur de Passerelle, Étienne Bernard. L'idée est venue petit à petit. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs fois des photographies d'expositions de ce lieu-là et j'avais très envie de me baser sur le lieu pour construire l'exposition et notamment sur les différents types de lumière qu'on peut avoir dans cet espace. C'est-à-dire là, par exemple, on est sous une verrière, à côté on est sur un quai, donc il n'y a pas du tout de lumière du jour, et donc de vouloir notamment construire une exposition qui prendrait un peu les caractéristiques et physiques et lumineuses du lieu. Quand on rentre dans Passerelle, on arrive dans un patio très lumineux, et en fait ce patio très lumineux fait que l'espace d'exposition est toujours sous-exposé, parce que même si on a des néons, on n'arrive jamais à être plus fort que la lumière du soleil. Donc l'idée était de tendre d'abord un grand rideau, et ensuite, à partir de là, j'avais déjà cette idée donc de construire des choses par rapport à la luminosité ambiante, notamment du soleil, et ça m'a fait notamment penser au travail d'Hippolyte Bayard, qui est un inventeur de photographie auquel je suis très attaché, qui a inventé un procédé qui, pour tester ce procédé, montait sur le toit du ministère des Finances où il travaillait pendant la pause déjeuner et allait photographier des objets blancs sur fond noir. Donc j'ai recréé un peu son dispositif avec un drap noir et des objets que j'ai filmés toute une journée sous le soleil. Et en fait, ces mêmes objets sont ensuite disposés dans l'espace d'exposition des galeries qui sont en lumière ambiante. Donc il y a tout un jeu comme ça entre la lumière filmée, la lumière naturelle, le fait que l'exposition change en fonction de la luminosité. Petit à petit, les choses se sont constituées, c'est-à-dire qu'on arrive avec une idée qui est floue, et petit à petit, à force de la faire rentrer dans le lieu, les bords deviennent de plus en plus nets, et puis finalement voilà, l'idée se construit comme ça. Donc ça a été aussi un peu une confrontation avec le lieu. Voilà comment petit à petit les choses se sont affinées. Et après, les objets que vous avez utilisés, vous les avez refaits en différentes matières ? Alors j'ai utilisé... les objets sont filmés, et, donc ce sont les originaux qui sont filmés d'une certaine façon, et ensuite effectivement dans l'espace d'exposition ils sont ensuite dupliqués, alors soit en différentes matières, donc ils peuvent devenir des sculptures en savon, ils peuvent devenir des coquillages en impression 3D, ils peuvent... voilà. Mais certains originaux sont présentés sans modification. Et c'est comme du coup la statue que vous avez reprise, mais dont vous cachez quasiment voilà, tout pour justement découvrir voilà, ces détails. C'est une statue de commode qui, elle, a été présentée voilà, intégralement, mais le dispositif d'exposition modifie la perception qu'on peut en avoir. Mais c'est le cas de tout dispositif d'exposition, c'est-à-dire que
quand on va dans un musée d'ethnologie ou d'art africain, on voit des masques dans des vitrines et ces masques sont soclés et c'est pas du tout la façon dont ces masques ont été conçus ou ont été pensés. Et donc l'exposition a un impact très très fort sur le rapport qu'on peut avoir aux objets. Et pourquoi avoir décidé du coup de faire des objets en savon? Ils vont disparaître, ça? Il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Donc sur cette tête-là, ce sont des idoles cycladiques. Elles datent d'il y a 5000 ans. Elles ont été faites dans les Cyclades, donc les îles grecques. Et plusieurs choses m'intéressaient entre le savon et l'objet. Déjà, c'est parce que pour obtenir un tel lissé, un tel poli sur ces objets-là, ça a été poli à la main et c'est un peu le même mouvement que quand on se savonne les mains. Donc il y avait un peu comme ça déjà une analogie entre ces sculptures qui ont été très importantes pour l'histoire moderne et le savon. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi toujours, c'est qu'est-ce que deviennent les objets quand ils ne sont pas exposés. L'idée, c'était de produire aussi des objets qui, après l'exposition, soient confiés à des personnes qui en choisissent un peu le statut. Donc soit les gens les considèrent comme des sculptures et donc les mettent dans leur salon, sachant qu'effectivement, au bout de 10 ans, le savon se fendit, et que la sculpture est amenée à tomber en morceaux, soit ils choisissent de l'utiliser comme un savon. Donc je suis assez attaché avec ces objets qui, au moment où ils ne sont pas exposés, continuent à avoir une vie, et surtout aussi au fait de confier à des gens un peu le choix de la disparition de l'objet. Le choix, voilà, c'est ça. Et donc du coup pour les coquillages en imprimante 3D, vous avez utilisé plusieurs matériaux? Voilà, je ne suis pas plus fasciné par le procédé qu'autre chose, mais de notre côté, avec le personnage de Bayard qui est au début de la photographie, qui invente la photographie, donc qui est au début d'une révolution du domaine esthétique, quelque part, puisque ça va vraiment changer nos rapports aux images. Avant c'était que des images peintes, puis la photographie arrive et modifie complètement tout l'équilibre qui s'était constitué comme ça sur plusieurs siècles. Et donc j'imagine que l'impression 3D va aussi changer pas mal de choses, pas tant d'un point de vue esthétique, mais plutôt d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que si on n'a pas à aller à Castorama ou n'importe quel magasin grande surface de banlieue, tous les périphéries des villes vont plus être justement ces sortes de périphéries commerciales. Donc ça changerait peut-être aussi ce rapport-là, puisqu'on pourra imprimer sa vis chez soi, simplement cette idée-là. Donc je pense que ça va changer des choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tant... le changement m'intéresse, mais ce qui m'intéressait, c'est le fait de faire des coquillages, parce qu'il y a une analogie entre la façon dont le mollusque crée sa coquille et la façon dont l'imprimante 3D produit des formes, c'est-à-dire par couches successives. Et donc l'avantage de l'imprimante 3D, c'est que c'est un peu comme de la peinture. On a un liant, qui est le plastique, et puis on a un pigment, qui est la matière. Et donc on mélange les deux, il peut y avoir plein de matières différentes, plein de qualités différentes. L'impression 3D, c'est une forme sans matière. C'est-à-dire on a une forme et on peut la faire dans la matière qu'on veut. Dans l'exposition, il y a un objet que je trouvais très intéressant, un objet avec le magnétisme qui semble très ancien alors que... Tous les objets qui sont filmés sur le fond noir ont un rapport à la copie ou à l'imitation, pour la plupart. Et celui-ci, c'est une imitation d'une vidéo, d'un objet que j'ai vu en vidéo sur YouTube, qui est un moteur magnétique. Et donc le principe du moteur magnétique, c'est qu'en utilisant la répulsion des aimants, on produirait un mouvement, et ce mouvement-là pourrait s'auto-alimenter, et finalement, ce serait une sorte de mouvement perpétuel. Alors le mouvement perpétuel, c'est une sorte de grand fantasme c'est comme l'alchimie, transformer le plomb en or. Donc ça m'intéressait de refaire déjà l'objet en tant que tel, une sorte de fiction, mais quand on le voit, on comprend assez bien son fonctionnement, on le voit presque tourner, et ce que j'aime, c'est que ça met en marche le cerveau. On se dit, on pourrait presque, il y a peut-être ça à modifier petit à petit, et donc d'être dans une sorte de rapport d'inventeur empiriste. Alors c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet objet-là, parce que aujourd'hui, pour inventer un téléphone ou des choses comme ça, on est complètement coupé des objets qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'inventer tout seul un téléphone cellulaire. On est bien en peine, alors que là, dans cet objet-là, tout est encore accessible et on voit tout à fait comment on pourrait faire pour éventuellement que ça fonctionne et donc faire des essais, corriger petit à petit. Et donc effectivement, ce qui m'intéressait, c'est que je l'ai refait comme un objet du passé, comme un objet scientifique du 18 ou 19e siècle. Parce que c'est une autre forme de fiction, c'est-à-dire si cet objet-là avait été inventé, si la question de l'énergie avait été résolue, à cette époque-là, notre présent serait complètement différent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que
Il n'y a plus vraiment d'utopie, c'est-à-dire qu'on a cartographié la Terre entière, il n'y a plus vraiment d'endroit où on pourrait se projeter en se disant on va recommencer à zéro. Par contre, il y a une nouvelle branche qui est l'Uchronie, c'est-à-dire on modifie un élément dans le passé, et qu'est-ce que ça change à notre présent, ce qui nous permet toujours de penser autrement la situation présente, enfin d'avoir plus d'ambition que simplement le présent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir répondu à nos questions. Mais je vous remercie. Et je vous souhaite du coup beaucoup de succès avec cette exposition. Merci bien. Alors le troisième artiste qu'on retrouve ici à Passerelle, qui est tout de suite à l'entrée de Passerelle, c'est ça, dans la petite salle après l'entrée, c'est Joachim Amou. Je crois qu'il s'intéresse aux questions de frontières, justement, à ces problèmes-là, en se basant sur le conflit israélo-palestinien. Alors, Joachim est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps aux questions de frontières, d'identité, de transidentité, parfois même jusqu'au transgenre. C'est quelqu'un il est cinéaste, mais aussi dramaturge. Et pour la proposition qu'il fait à Passerelle, donc qui est un film qu'on coproduit avec un musée suédois avec qui on travaille aussi, il a proposé une fiction d'anticipation. On est en 2027, donc futur proche, et le conflit israélo-palestinien qu'on connaît tous, qui est certainement un des conflits les plus médiatisés et les plus suivis depuis 500 ans, serait résolu. Enfin, en tout cas, la dimension militaire et politique serait résolue, et s'ouvrirait alors les questions de partage territorial entre ce qui est palestinien et ce qui est israélien, grosso modo. Et s'engage une bataille juridique qui a lieu à chaque fois qu'un conflit s'achève, non, ça c'est mon champ, mon grand-père est né là, et donc ce qui a été annexé ici en fait appartient à ma famille. Et il prend l'exemple d'un petit lopin de terre historiquement appartenant à une famille palestinienne qui qui avait été séparé et annexé par les colonies israéliennes. On est en Cisjordanie. Il filme à la fois physiquement les géomètres en train de faire les repérages et les métrages pour alimenter le cas juridique, et aussi ensuite il invente les conditions d'une cour internationale spécifique créée pour l'occasion, qui va mettre en débat l'histoire de ce petit lopin de terre. C'est à la fois très didactique et et on est dans un film, donc c'est aussi une fiction avec différents approches sensibles, presque romantiques à certains endroits. Donc c'est pour moi très important que d'avoir une œuvre qui soit vraiment ouvertement politique. Et aussi, cette occasion, ça c'est un petit truc dans la logique de production, cette expérience avec Joachim Amou est un moyen pour nous de repousser un peu les limites du centre d'art, puisque tout ce qui était toutes les scènes qui filmaient ce territoire avec les géomètres ont été tournées à Passerelle. Donc le patio, ici à Passerelle. Ouais. D'accord. Le patio a été complètement transformé avec des grands décors du cinéma. C'était un petit Cinecittà pendant 15 jours. Oui, 15 jours de tournage, c'est ça? 15 jours, il y a eu 4 jours de tournage, mais 15 jours d'installation, 4 tonnes de sable, je crois. Les géomètres de la ville de Brest qui nous ont appris comment marchait leur machine infernale là, sur pied. Qui ont été filmés aussi, qui ont été comédiens pendant le tournage. Alors ils n'ont pas voulu, mais ils nous ont prêté leur machine et leur costume. D'accord, ok. Et on a eu aussi un certain nombre de figurants brestois qui ont joué avec nous, une vraie équipe de tournage, et c'était un moyen pour nous de revendiquer ce dont vous parliez au départ de cette interview, c'est-à-dire le fait qu'un centre d'art, c'est pas un lieu où c'est pas exclusivement un lieu sur le mur desquels on accroche des choses, mais c'est peut-être avant tout un lieu de production, et donc tout ce qui est montré dans ce film a été entièrement produit dans des lieux d'art. Et c'est intéressant de faire ça, parce qu'on comprend bien avec la discussion qu'on vient d'avoir que Passerelle, c'est pas un lieu neutre. De toute manière, donc les artistes doivent composer aussi avec ce lieu. C'est ça qu'on l'a vu avec Alison, on l'a vu avec Aurélien
Moll aussi, la façon dont il a installé son exposition, on le voit encore mieux peut-être avec Joachim Amou. Donc ça, ce sont 3 belles expositions, 3 expositions intéressantes, je pense qu'il faut vraiment venir les voir. Merci. Au moins rester 70 minutes, c'est ça, pour voir l'intégralité du film et même plus pour continuer à voir les 2 autres expositions. Du coup, je vous remercie. Merci à vous. Pour cet entretien. Et donc peut-être qu'on peut rappeler les dates de l'exposition, ça va jusqu'à janvier, c'est ça? Jusqu'au 2 janvier. On finit les vacances scolaires. D'accord, donc ça a commencé fin septembre et jusqu'au 26 septembre au 2 janvier. Et ensuite, on donne rendez-vous à tout le monde le 5 février pour le vernissage des autres expositions. Ce sera 3 artistes aussi ou non, c'est une autre proposition que vous êtes en train de construire peut-être en ce moment? Ce sera 3 artistes. En tout cas, pour le moment, on viendra voir Alison O'Daniel, Aurélien Moll et Joachim Amou ici à Passerelle. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission de Regard. Ici à Passerelle, nous avons pu découvrir les expositions d'Alison O'Daniel, Aurélien Moll et Joachim Amou. On espère vous retrouver très nombreux le mois prochain pour poser ensemble un nouveau regard artistique sur la création finistérienne. Merci, salut!